Bon, donc merci à Frédéric pour cette invitation. Donc là, ça tombe bien la diapo, parce que si on avait perdu hier, j'aurais eu l'air malin, mais là, on peut être content quand même aujourd'hui, donc ça va. Alors, je vous donne la définition de la mésothérapie telle qu'elle a été énoncée par l'Académie de médecine en 1987. C'est un tout petit peu compliqué. Donc c'est une conception thérapeutique simple qui consiste à rapprocher le lieu de la thérapeutique du lieu de la pathologie pour une plus grande efficacité. C'est une allopathie injectable par voie intradermique et sous-cutanée, superficielle, loco-régionale, polyvalente et microdosée. Alors, c'est pas mal. En clair, ça veut dire qu'on vient mettre le traitement qu'on aurait donné par voie orale directement au regard de la zone malade. Donc je vous fais un tout petit historique parce que c'est toujours intéressant de voir comment c'est arrivé. Donc, je présente le docteur Pistor, qui était un médecin de campagne dans un petit village dans le Vexin de 400 habitants et qui a fait cette découverte en quelque sorte en 1952 lors des travaux pratiques. Je vous raconterai l'histoire, elle est très très délicieuse. Pendant 6 ans, il a potassé un peu son idée. Il l'a publiée en 1958 dans la presse médicale. Mais c'est surtout, donc, il a galéré pendant des années parce que médecin généraliste et 2 campagnes, ça fait quand même beaucoup de tard à la fois. Donc, ça n'a pas avancé beaucoup. Et en 81, donc, grâce à Yves Desmarais, le médecin-chef de l'INSEP et du Paris Saint-Germain, la mésothérapie a commencé à être pratiquée à l'INSEP avec Jacques Lecause, Philippe Fabry et moi-même. Ce qui nous a permis de publier un certain nombre de résultats, notamment dans le JTS. Et du coup, donc en 87, l'Académie de médecine a reconnu la mésothérapie comme faisant partie de l'arsenal thérapeutique, puisque ce sont les mêmes médicaments, c'est juste une façon de les administrer. Donc en 2001, donc l'ANES, qui est l'antécédent de l'HAS, il y a eu des comités d'experts pour déterminer quels étaient les traitements reconnus. Et donc la mésothérapie a été classée dans le traitement de la douleur, dans le chapitre neurologie, avec donc un acte spécifique qui a été publié dans la CCM en 2005. Pour pouvoir être enseigné, il fallait qu'il y ait un diplôme interuniversitaire qui n'a pas pu se faire à l'INSEP. C'est comme ça qu'Yves Desmarais m'a renvoyé chez Gérard Saillant, qui était doyen de la Pitié. Et on a pu créer d'abord un diplôme interuniversitaire entre Marseille, chez Alain Delarc, à Bordeaux, chez Benoît Lavignol, et puis donc à la Pitié, enfin à la Salpêtrière. Ça aurait dû être Jacques Rodino, selon les vœux de Gérard Saillant. N'étant pas PUPH, c'est finalement Michel Périgot qui était le directeur universitaire de ce diplôme. Donc là, il y avait 3 services de MPR et ils sont venus ensuite Clermont-Ferrand chez Boigard, son prénom, Stéphane Boigard, voilà, Emmanuel Bollot à Dijon, et puis à Lyon, donc en 2010, chez Éléonore Servien. Voilà. Ce diplôme a été validé en 2003 par le Conseil de l'Ordre, avec droit au titre. Et il y a eu donc une rubrique spécifique dans les pages jaunes. Voilà l'histoire de la méso, mais il fallait le dire. Donc la mésothérapie, c'est avant tout un traitement. Donc le plus important, c'est la physiopathologie. Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sûr que si vous avez un ménisque fracturé, la mésothérapie, ça ne servira à rien. Ça ne va pas faire cicatriser un ménisque. Donc ça va être utilisé dans l'inflammation autour du ménisque qui va être douloureuse, et qui ne sera pas forcément bien soulagée par un traitement per-os. Donc à partir de là, nous, dans la liste des questions à se poser pour un bon traitement, donc quel est exactement le cas clinique dans lequel on se trouve, et après, qu'est-ce qu'on aurait donné comme traitement par voie orale, donc ces médicaments, où est-ce qu'on va les injecter, à quelle profondeur. On va voir qu'il y a 4 profondeurs potentielles, avec quelle technique, à quelle fréquence et surtout avec quel traitement associé à la mésothérapie. Ça rentre dans un cadre thérapeutique. On va voir un exemple tout à l'heure très précis. Il n'est pas question de penser qu'on va guérir tout le monde tout seul. Ça ne marche pas comme ça. C'est un ensemble thérapeutique qu'il va falloir... Donc les médicaments, ce sont ceux de la pharmacopée habituelle. La calcitonine, qui est probablement le plus important pour nous, avec son action sur le cartilage, son action dégrippante au niveau articulaire. Le kétoprophène, maintenant, c'est le seul anti-inflammatoire injectable qui reste, puisque le piroxicam n'est plus commercialisé. La lidocaïne et la procaïne. La lidocaïne, on va l'utiliser pour ses effets antalgiques d'une part et vasoactives, dont toutes les pathologies aiguës. La procaïne plutôt dans les pathologies chroniques. L'étamsilate, donc, qui est un drainant, s'appelle la dicinone, thiocolchicoside que vous connaissez, le pidolate de magnésium, le silicium organique, très important. La vitamine E et la vitamine C qui vont être utilisées comme défibrosants,
cicatrisant et antioxydant pour la vitamine C. La terbutaline, ça c'est très important, qu'on utilise dans l'algodystrophie. Éventuellement, on pourra en parler dans l'atelier. L'arnica, c'est pas du tout de l'homéopathie, ça c'est du 20-DH. C'est de la phytothérapie injectable. C'est très, très concentré, très puissant dans tout ce qui va être hématome, soit par choc direct, soit par lésion indirecte. Le calcium. Et voilà, le point important, jamais de cortisone, étant sous-cutané. Donc il ne faut pas utiliser de cortisone, sinon on a des lésions irréversibles au niveau cutané, parce qu'il y a bien sûr des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui n'ont pas de limite, et donc les dégâts sont importants sans aucune efficacité. Voilà, le matériel, bon, évidemment, est à usage unique. Soit on utilise une simple seringue avec une aiguille. Ce sont donc des aiguilles de 4 mm et 0,29 mm de diamètre. Il y a ici un laboratoire qui est présent, qui vous montrera ces aiguilles magnifiques. Et après, donc, on a différents types d'injecteurs où ça permet une plus grande précision et une moins grande douleur à l'injection. Alors, soit pneumatique, soit électromécanique, peu importe. Mais de toute façon, à usage unique. Alors, les profondeurs d'injection, voilà, ça, c'est un consensus qui a été fait à la Société française de ménothérapie en novembre 2018. Vous voyez, avec 4 types d'injections selon la structure qu'on veut atteindre. Donc d'abord en intra-épidermique entre 0 et 0,2 mm, de 0,2 à 1,5 en intradermique, de 1,5 à 4 en intra-hypodermique et de 4 à 10 en intra-hypodermique, mais plus profond, donc pour la mésothérapie ponctuelle systématisée, essentiellement pour le rachis. Donc ça, c'est la technique épidermique. On utilise une aiguille de 13 mm biseau tournée vers le haut, et qu'on va promener en quelque sorte sur la peau, qui fait des microponctures, et le mélange va pénétrer par ce biais-là. Alors l'intérêt des techniques les plus superficielles, c'est qu'on va utiliser l'effet réservoir de la peau, donc l'effet va être plus long à s'observer, mais par contre va durer plus longtemps. Et à l'inverse, plus on va piquer profondément, entre guillemets, profondément c'est 4 mm, et plus on aura un effet rapide. Alors le nappage, ça consiste à faire une répétition, donc on a un effet de réflexothérapie, très superficiel donc, à peu près 1 mm, ça ne doit pas saigner, on est au-dessus des vaisseaux, et ça associe l'effet de réflexothérapie à l'effet d'injection. Jean-Paul Ben, qui est présent avec son laboratoire, a fait une étude où il montre justement, par rapport par exemple, à une dry needling où il n'y a pas d'injection, que là l'effet du médicament est beaucoup plus important quand on associe cette répétition de microponcture avec l'injection du médicament. Et donc généralement, on associe une technique superficielle et une technique profonde pour avoir les deux aspects, enfin l'aspect rapide et l'aspect réservoir de la peau pour que ça dure, l'effet dure plus longtemps. Là, c'est sur un Morton. Ça, c'est la technique de M. Pister. On est perpendiculaire, aiguille de 4 mm, vous voyez, et on pique donc à 4 mm. Voilà. Et vous voyez, pareil, ça ne saigne pas. Voilà. Ça, c'est une tendinite du moyen fessier. Donc là, c'est une aiguille de 13 et on va piquer à 10 mm. Enfin, du moyen glutéal, plutôt. Voilà, vous voyez, ça rentre là. Donc ça, c'est utilisé surtout pour les pathologies rachidiennes. Voilà. Donc vous voyez, on va associer le point par point et l'épidermique, ou le point par point et le nappage, selon l'effet qu'on voudra avoir de réflexothérapie, ou la MPS, c'est-à-dire profond et épidermique, ou MPS et nappage. On aura toujours quasiment des techniques mixtes comme ça associées. Les paramètres, les points d'injection, c'est facile, ce sont soit les points retrouvés à l'examen clinique, soit aussi les points décrits par le patient, c'est très important. Pour là aussi la compréhension. La quantité injectée, elle est simple, c'est 1/10 de millilitre par point. C'est encore une fois peu rarement et au bon endroit. Le rythme des séances, c'est J1, J8, J15. On fait 3 séances. Après, tout dépend de l'ancienneté. C'est sûr que si on intervient très rapidement, une seule séance peut suffire. Et si c'est une pathologie beaucoup plus ancienne, il en faudra plus. Mais en moyenne, sur une tendinopathie par exemple, 3 séances, J1, J8, J15, ça suffit. Les traitements associés, donc, essentiellement la rééducation. C'est pas pour rien qu'on a commencé dans un service de MPR. La ménothérapie va servir à faciliter le terrain pour le kinésithérapeute et accompagner donc cette rééducation. Les orthèses plantaires, si elles ne sont pas prescrites ou si elles ne conviennent pas, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets, donc ça récidivera. L'ostéopathie, je vais vous montrer un exemple typique. Cryothérapie et la reprise du sport, donc contention et strapping, pour éviter là aussi la récidive.
Les effets secondaires, ils sont très très rares. Voilà, on peut avoir des hématomes au point de poncture, c'est pour ça qu'il faut être toujours bien éclairé, bien positionné pour éviter le plus possible ces hématomes dans des petits vaisseaux. C'est vrai qu'au niveau du genou, ça peut être assez fréquent, comme au niveau de l'épaule. L'hyperalgie, c'est souvent dû à une quantité injectée trop importante pour de la mésothérapie. Et on peut avoir, avec la calcitonine, des flushs et des nausées, mais c'est vraiment excessivement rare, très très rare. Parce que la quantité injectée, encore une fois, est infinitésimale. C'est pour ça qu'on le fait chez les enfants. Vous verrez quand je vous ferai le topo sur les ostéochondroses, qu'on fait ça chez les enfants très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, le dopage, donc il n'y a aucun problème. Il y a déjà longtemps de ça, il n'y a plus aucun produit qu'on utilise qui est inscrit dans la liste. Il y a eu donc, à une époque, il y avait la lidocaïne, et pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une finale de Coupe de France entre Nantes et Calais, et le gardien de Nantes, qui s'appelait Landreau, voilà, s'était fait une entorsette de la cheville, comme souvent les gardiens, à l'entraînement quelques jours avant, la semaine précédente. Et donc le médecin Fabrice Briand du FC Nantes, qui faisait de la méso, a fait une séance de méso avec de la lidocaïne, etc. Et manque de peau, 3 joueurs tirés au sort, ça tombe sur Landreau, et du coup positif. Donc dans l'équipe, Landreau est dopé, machin, etc. Alors que c'était de la lidocaïne, parce que ça posait quand même un gros problème, parce que même aux Jeux Olympiques, etc., si vous avez un problème dentaire, il faut quand même qu'on utilise de la lido quand même, pour anesthésier. Donc du coup, la lidocaïne est sortie, parce que se doper à la lidocaïne quand même, il faut vraiment en prendre beaucoup pour avoir un effet bénéfique. Donc ça n'est plus dans la liste, donc on n'a aucun problème. Donc on peut faire le jour de compétition sans aucun problème de la mésothérapie, sans risquer un contrôle positif. Voilà. On va venir à ce qui nous intéresse. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des pathologies fréquentes. Bon, le plus souvent, c'est interne. Ça avance, voilà, palpation, les cils méniscaux, on vous a montré l'IRM si on a un doute. Parce qu'encore une fois, si le ménisque il est complètement fracassé, ça ne sert à rien de faire de la méso. Il faut utiliser les traitements dont on a parlé tout à l'heure, éventuellement la chirurgie, mais pas la méso. Ça ne servira à rien. Après, c'est très facile, parce que nous, on voit, on a mis le bon traitement au bon endroit, donc si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un loup, il y a une embrouille. Ce qui permet donc de rétablir un diagnostic en faisant les traitements complémentaires. Et ça arrive à tout le monde. Et moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais persuadé que c'était une périménicite, petite dame. Je dis, vous ne tracassez pas, 3 séances de méso, vous allez guérir, impeccable. Au bout de 3 fois, rien du tout. Et en fait, c'était une irradiation d'L4 sur cette face interne de genou. Et j'avais oublié d'examiner le rachis, parce que j'étais tellement persuadé que c'était une périménicite. Et la méso n'ayant rien fait, bon, on a rectifié le traitement, ça s'est bien passé. Mais donc, toujours, là, on doit avoir un effet. Quand on donne un traitement péros, on ne sait pas si le patient l'a pris ou pas pris. Tandis que là, on met directement le traitement au bon endroit. Ça doit marcher. Alors, plus ou moins vite d'un sujet à l'autre, mais ça doit marcher. Voilà, ça, c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça, c'est une magnifique... Ah non, c'est de ce côté, la périménicite. Vous voyez, regardez, le fémur est droit. Là, par contre, il y a un problème. Bon, c'est rare que ça soit aussi. C'est-à-dire que c'est un gamin de 18 ans, footballeur, en centre de formation. Il arrivait, on a l'impression qu'il traînait quelque chose. Il marchait comme ça, avec sa patte comme ça. Il me dit, ouais, c'est sur un dribble, ça m'a fait drôle. J'ai dribblé, puis voilà, je suis comme ça. Ben là, on peut faire la méso, ça ne servira à rien. Tant qu'on n'aura pas fait une manœuvre ostéopathique, on ne corrige pas là, que ça ne guérira pas. Donc là, dans ces cas-là, on fait méso, manip, méso. Voilà, donc dans une phase aiguë, ce qui est généralement le cas le plus fréquent, on va associer lidocaïne, kétoprophène et étamsilate, parce qu'on a toujours plus ou moins un œdème péri-méniscal, avec, vous voyez, 3 cc, 1 cc de kéto et 2 cc d'étamsilate. Il faut vraiment diluer beaucoup le kétoprophène, qui est très acide. Mais le but aussi est, alors donc technique mixte, point par point et épidermique, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc J1, J8, J15 et éventuellement J30 si on n'a pas une guérison complète au bout des 3 séances. Si on a un problème comme ça, on fait l'ostéopathie après la deuxième, entre la deuxième et la troisième. Une fois qu'on a bien désenflammé, bien drainé, voilà, c'était les orthèses. Voilà, et si besoin, toujours faire un examen podo-postural pour savoir s'il n'y a pas besoin d'orthèses plantaires. Et très souvent, il y en a besoin qui vont aussi favoriser ou entretenir plus exactement ces périménicites. Dans une phase chronique, il y a des gens qui ont mal depuis longtemps. Là, on va utiliser la procaïne, la vitamine E et la vitamine C parce qu'on a toute une fibrose qui va se mettre tout autour du ménisque. Encore une fois, là, il n'y a pas de lésion. Ça vient. Voilà, 1 cc de procaïne, 2 cc de vitamine E, 2 cc de vitamine C. Toujours en technique mixte, point par point. Et rééducation, là, à ce niveau-là, pour récupérer la mobilité, toutes les forces musculaires. Et là aussi, orthèse plantaire si nécessaire.
Alors au niveau du positionnement, on vous montrera ça. Voilà. Donc je suis à l'opposé du compartiment que je veux soigner. Donc je pars de la partie postérieure. On va revenir faire tout le et on va remonter jusqu'à la corne antérieure, tranquillement. Donc dans l'interligne, et 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous de l'interligne. On fait 3 passages, donc ça fait une douzaine de points. Donc ça, c'est le point par point. Et on va voir après l'épidermique. L'épidermique maintenant, de ne pas faire de bleu, mais on arrive à en faire quand même. Voilà, donc l'épidermique, on prend bien sa seringue avec le biseau vers le haut, vous voyez, et on promène comme ça en quadrillant. Et ça permettra d'avoir un effet plus prolongé. Et voilà. Merci de votre attention.